Passion MLB, le podcast, épisode 53 déjà. Alors, bienvenue à tous, à ceux qui sont en direct avec nous en ce beau mercredi soir 20h, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter. On vous souhaite la bienvenue. Également à ceux qui vont l'écouter par la suite. On va placer l'épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur notre site web Passion MLB. Alors, vous êtes les bienvenus également. Et c'est Sébastien Berroir à l'animation, en remplacement de Charles-Alexis, comme vous pouvez le voir. Une lourde perte. Félix ne sera peut-être pas d'accord, mais c'est une lourde perte. C'est un peu comme la perte de Garrett Cole chez les Yankees. Par contre, à l'inverse des Yankees, nous, on a décidé de dépenser, d'aller chercher les gros joueurs qui sont encore disponibles, les Sandy Alcantara, les Dylan Cease. Là, vous choisirez lequel vous êtes, là, messieurs, là, mais on va commencer par Pascal. Comment ça va? Ça va bien, Sébastien. Salut, Félix. C'est encore un plaisir d'être là avec vous autres. Pendant que Charles est allé faire le plein de décibels, ben nous, on va jaser baseball. Là. Oui. Comme dirait Félix, enfin un épisode de qualité. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien qu'on ait enfin un show avec de la qualité un peu. Là. Non, écoute, on pense à Charles, mais je pense qu'on va essayer de donner un bon show quand même si Charles n'est pas là. On va faire notre possible, effectivement. Puis comment ça va, toi, Félix? Ça va bien, content d'être avec vous autres, avec toi, Sébastien, avec toi, Pascal aussi. Je pense que la saison elle commence tranquillement, ça fait du bien, puis de plus en plus, on s'approche du vrai début, le vrai opening day jeudi prochain. Ça va être le fun, puis ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre comme saison. Oui, on sent. Oui, on a eu comme un avant-goût avec les deux matchs au Japon, mais c'est la vraie saison, elle commence en sol nord-américain la semaine prochaine. Fait qu'on sent que l'excitation augmente un peu. Puis juste avant de poursuivre, on a un petit commentaire de Jean-Michel qui me traite de têteux. Donc, c'est peut-être bien mérité. Ça commence bien, hein? Ça donne le ton pour cet épisode-là. Donc, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec notre traditionnel bloc sur l'actualité des Blue Jays de Toronto. OK, Blue Jays, let's play baseball. Vladimir. On n'a pas le choix d'en parler encore. Puis c'est pas qu'il s'est passé bien des choses, mais on n'a pas le choix d'y aller avec Vladimir. La semaine passée, on apprenait que les deux parties, que ce soit Vladimir Guerrero Jr. et les Blue Jays, étaient à 500 millions dans leurs négociations contractuelles, mais que du côté des Jays, on avait de l'argent différé. Donc, c'est ça qui faisait l'écart entre les deux. Mais le lendemain, qui était le lendemain de notre dernier épisode, Vladimir Guerrero, qui ne veut pas répondre à aucune question, tout à coup, ne veut pas être une distraction. Mais je ne sais pas pour toi, Félix, en faisant ça, il me semble qu'il devient une distraction. C'est parlez pas de moi, mais ça va juste faire en sorte qu'on va plus parler de toi. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on l'a vu dans les dernières années, c'était beaucoup chez les Yankees, Aaron Judge puis Juan Soto sur des 2 fois en 3 ans. C'était les grosses histoires de la saison. On veut pas. Là, c'est des gros noms qui vont devenir joueurs autonomes, puis c'est le gros nom de son année. Cette année, il y a peut-être Carl Tucker aussi, mais Vlad, sans aucun doute, est un nom qui est très en demande. Puis c'est sûr que ça va faire réagir. C'est un gars qui a été développé à Toronto dans un marché quand même qui est assez important. Qu'on le veuille ou non, le Toronto reste quand même un bon marché de baseball. Puis de savoir que toutes les négociations ont l'air d'avoir été un peu particulières. On n'a pas eu d'entente, puis on était proche, mais pas proche en même temps avec l'argent différé. Ça va devenir une distraction, puis ça va l'être tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une entente, il n'est pas échangé ou il n'est pas signé à long terme. C'est aussi simple que ça. Oui, exactement. C'est sûr que ça va mieux passer si du côté des Jays, on gagne, que ça va bien en début de saison. Peut-être qu'on va en entendre un petit peu moins parler. Mais si ça va mal, ça va être un autre dossier. Puis tous les yeux vont se tourner vers la situation contractuelle de Vladimir. Puis ça va être encore pire pour les Jays. Ça ira pas bien sur le terrain, ça ira pas bien à l'extérieur du terrain. Donc, nécessairement, je pense que ça va devenir une distraction. Peut-être que Vladimir pourrait essayer de réduire cette distraction-là un peu, parce qu'aujourd'hui, Pascal, il a poursuivi dans la même veine, puis il est allé dire que, rendu à son autonomie, bien, il allait négocier avec toutes les équipes, même les Yankees. Ça, il ne l'a pas dit aux journalistes, je pense.
Ben, c'était dans une entrevue. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, les gars, moi je pense que quand tu vas en arbitrage, quand ton équipe offre un pont d'or à peu près tout ce qu'il y a disponible depuis 2 ans sur le marché, quand tu sais que Vlad va devenir autonome, moi, si je suis l'agent de Vladimir Guerrero Jr., je lui dis parle-en chaque jour. À chaque jour, tu glisses un mot, tu glisses une phrase, tu fais parler tes actions. Écoutez, oui, c'est une distraction, puis oui, ça va être une distraction du jour 1 jusqu'à la date limite des transactions, puis possiblement jusqu'à la fin de la saison. Mais ça, je pense que les Blue Jays ont couru après cet élément-là. Puis si les journalistes de Toronto appliquent le traitement de la goutte, puis eux veulent en poser des questions un peu à chaque jour aussi, lui mettre le micro en dessous du nez pour dire, bon, on en est rendu où dans les négos? On va poser des questions à la haute direction. Si les Jays ne gagnent pas durant ce temps-là, ça va être excessivement long comme saison. Très, très long. Oui, malheureusement pour eux. Puis ça va devenir un petit peu un jeu à 3. Tu as parlé des journalistes, tu as parlé de Vladimir, mais j'ai l'impression que l'organisation va s'en mêler à un moment ou à un autre parce que là, on met toute la pression sur l'état-major des Blue Jays. Vladimir a un petit peu le beau rôle. Il va falloir que le vent tourne à un moment si on veut avoir un petit peu de pouvoir dans ces négociations-là. Puis oui, il n'est pas supposé avoir de négociations durant la saison. Par contre, il n'y a rien qui empêche les Jays d'y aller d'une offre de contrat. Puis de ce qu'on entend, c'est sûr que ça vient d'Hector Gomez en République dominicaine. Il faut en prendre et en laisser avec ces déclarations-là. Mais les Jays seraient peut-être à préparer une nouvelle offre de contrat qui se rapprocherait encore plus des demandes salariales de Vladimir. Donc, Félix, tu penses-tu qu'on va en venir à une entente avant la fin de la saison entre les deux parties? Moi, j'ai l'impression que Vlad va rester fidèle à sa parole il a dit qu'il voulait pas négocier pendant la saison, puis je le vois pas accepter. Je pense qu'il a donné la date du 18 février aux Jays pour leur dire, gars, c'est un moment, je suis prêt à signer avec vous, puis là, il s'approche de plus en plus du marché de l'autonomie. Je pense que pour lui, c'est beaucoup trop intéressant d'aller voir ce qu'il peut avoir sur le marché. Tu vois Juan Soto qui vient de signer pour 765 millions. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que Vlad n'aura pas 765 millions, mais l'idée d'avoir un 500, peut-être un 600 millions ailleurs, ça peut devenir intéressant. L'année passée, Soto, ça a commencé, on disait, peut-être qu'il va avoir 500. Finalement, il y a eu 765 après une bonne année. Puis, les Jays sont peut-être pas dans une position comme les Yankees de faire les séries puis se rendre loin, mais il suffit que Vlad ait une bonne saison qui démontre qu'il est encore un frappeur de calibre MVP. Puis surtout que là, il va avoir toute la motivation du monde pour avoir une grosse saison, justement. Aaron Judge, quand il était dans cette situation-là, a frappé 62 circuits. Sans dire que Vlad va faire ça aussi. Je pense que ça donne une motivation supplémentaire pour être excellent cette année et d'essayer d'aller chercher le plus gros contrat qu'il peut obtenir. Peut-être que les Jays vont essayer de faire les offres, comme tu as dit. Puis peut-être qu'on va réussir à l'intéresser un peu, mais je pense pas qu'il va signer pendant la saison. Je serais très surpris qu'il signe pendant la saison. Puis en même temps, Sébastien, Vladimir dit qu'il va parler à tout le monde, même les Yankees. Il va parler à tout le monde. C'est jouer sur les mots. Là. Je veux dire, il va parler aux Red Sox, il va parler aux Mets, il va parler aux Yankees. Il va parler à qui à part ça? Aux Blue Jays, évidemment. Mais il n'y aura pas 15 équipes qui vont courir après Vlad. Il n'y a pas 15 équipes qui ont le moyen de le payer de 1. Puis de 2, ça va se limiter à peu près à 5 équipes. Fait qu'il ne parlera pas à tant de monde que ça. Là. Les Dodgers font dire que c'est des choses qui s'arrangent, par exemple. Ça. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai oublié les Dodgers. C'est vrai que Freddie Freeman n'a pas joué les 2 matchs au Japon. Ça va attiser les rumeurs que Vlad serait une bonne... que LA serait une bonne destination pour Vlad. Je rajoute les Dodgers à la discussion. C'est ça, ils vont aller le chercher en cours de saison, puis ils vont le signer à la fin de la saison. Voilà. Ça fait très Dodgers, tout ça. Puis on a Matt ici qui nous dit que Vladimir voulait jamais jouer pour les Yankees. Mais encore là, tu le mentionnes, Pascal, il va y avoir quelques équipes qui vont vouloir lui donner ce prix-là. Les Yankees vont probablement en faire partie. Là. On n'a pas le Goldschmidt qui est signé pour 1 an. On a un trou à cette position-là. Du côté des Yankees, on serait fou de ne pas essayer d'acquérir Vladimir. Ça ne veut pas dire que c'est Vladimir qui a le gros bout du bâton. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va atterrir à New York, mais il va avoir ce genre d'offre-là. Donc, ce serait très surprenant que Vladimir signe avec les Blue Jays en cours de saison, à moins qu'on ait une offre, qu'on arrive vraiment dans ses cordes, dans ce qu'il veut. Puis là, peut-être que ça pourrait faire pencher la balance pour lui de demeurer à Toronto.
Ouais, je pense que ça va ressembler à ça. Puis juste revenir aussi, tu sais, je pense que l'utilisation de parler des Yankees aussi, c'est un gros jeu de négociation. Tu sais, on le sait que Vlad a dit qu'il voulait jamais jouer là. Puis sérieusement, parler d'un rival de division à l'aube d'une grosse saison, c'est d'aller chercher du levier quand même. Là, tu fais mal paraître les Jays qui n'ont pas voulu te signer. Puis moi, je n'ai jamais joué avec les Yankees, mais je vais leur parler quand même. Puis peut-être que je vais aller là. C'est un jeu de négociation publique pour faire craquer les Blue Jays. C'est aussi simple que ça, ce qui se passe en ce moment. Puis malheureusement, ça va être ça tout au long de la saison. Puis ça va être ça des deux côtés. Donc, on n'est pas dans une bonne situation. Puis je pense que c'est toi, Félix, qui l'a dit, ou c'est Pascal, je ne sais plus. On s'est mis dans cette situation-là chez les Jays. Donc là, on doit vivre avec les conséquences cette saison. Puis malheureusement, ça risque d'avoir des répercussions sur le jeu, sur le terrain. Et parlant de jeu sur le terrain, cette semaine, on a appris que José Berrios serait le partant lors du match d'ouverture. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que c'est pleinement mérité. Un lanceur qui est toujours là, pas souvent blessé, qui a démontré une certaine constance avec les Jays. Donc, c'est à lui qu'on va donner la balle. Ensuite, Gausman, Bassitt. Mais le problème chez les Jays, c'est pas le haut de la rotation. C'est le bas de la rotation. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bas de la rotation, Pascal? Parce que présentement, Bowden Francis, ça va pas bien. Max Scherzer se remet d'une blessure au pouce. Qu'est-ce qui arrive à Toronto, là? Quelle décision on va prendre? Berrios comme partant pour le premier match, c'est tout à fait logique. Là. Berrios est arrivé en 2021 du Minnesota. Depuis ce temps-là, 2022, 2023, 2024, c'est 32 départs à chacune des saisons. Sa moyenne de points mérités a baissé à chaque saison également. C'est une douzaine de victoires assurées. Il y en a eu 16 l'année passée. Donc, ça, c'est réglé. Puis le top 3, tu l'as dit, Sébastien, Berrios, Gausman, Bassitt, il n'y a pas beaucoup de problèmes là. C'est de la profondeur. C'est pas des lanceurs qui sont souvent blessés. Par contre, quand tu arrives 4e, 5e, Bowden Francis a un camp d'entraînement, je dirais pas horrible, là, mais très ordinaire. Scherzer, il ne faut pas se surprendre que lui, c'est les blessures qui sont souvent associées à ses performances. Ariel Rodriguez peut être une solution. On le voyait plus en relève, mais on le voyait quand même comme étant une solution potentielle pour un poste de partant. C'est pas rose, là. Les Jays sont reconnus depuis bien des années pour être fiables au monticule, mais quand tu vas avoir passé ton top 3, 4-5, ça risque d'être très, très, très difficile, à moins qu'il y ait des solutions qui viennent d'ailleurs. Mais moi, je ne vois pas de solutions qui viennent des mineurs nécessairement. Parce que les jeunes qui sont prometteurs soit ont été blessés ou ils ne sont pas encore rendus là. Fait que, on va devoir se mettre en mode solution assez rapidement dans la saison. Oui, puis tu disais c'est pas un camp d'entraînement horrible pour Bowden Francis. Moi, je vais y aller. Je vais dire c'est horrible parce qu'avec une moyenne de points mérités de plus de 10, un whip de plus de 2, ça va pas bien du côté de Bowden Francis. Donc, est-ce que c'est représentatif de ce que ça va être durant la saison? On ne le sait pas parce que on ne peut pas vraiment se fier aux statistiques du camp d'entraînement. Il y en a qui vont connaître un bon camp, pas une bonne saison. L'inverse est aussi vrai. Par contre, dans la plupart des cas, on aime mieux avoir un joueur qui performe dès le début de la saison, qui rentre dans cette saison-là avec confiance. Là, ce n'est pas le cas avec Bowden Francis. Donc, Félix, est-ce qu'on va le retourner dans les mineurs? Est-ce qu'on va amener Ariel Rodriguez dans cette rotation-là dès le départ? Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Jays? Parce que ce n'est pas seulement ça. On a Scherzer qui n'est pas tout à fait remis de sa blessure. Donc, dans quel état il va revenir? Ça va peut-être lui prendre un petit peu plus de temps avant de se mettre en marche, surtout à son âge. Je pense que dans les circonstances, tu l'as dit, on n'a pas une tonne d'options, on n'a pas une tonne de profondeur en ce moment. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire confiance à Bowden Francis puis espérer que son camp d'entraînement a été difficile. Ça reste quand même un gars qui, en deuxième moitié de saison l'année passée, était un des meilleurs lanceurs des majeurs, tout simplement. Là. On a passé proche d'un match en point de coup sûr 2 fois. Ça a été une fin de saison tellement exceptionnelle que tu as besoin d'espérer que cet échantillon-là est plus représentatif de ce qu'il va te donner par rapport à son camp d'entraînement. Des fois, les gars essaient des affaires un peu aussi, puis ça peut jouer avec les chiffres, mais dans le cas de Francis, c'est quand même assez épouvantable. Là. Les chiffres c'est vraiment pas chic. Mais c'est ça, il faut que tu espères que ce gars-là peut être ton 4e partant, peut-être ton 5e. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Ariel Rodriguez, sa place dans la rotation va probablement dépendre de l'état de santé de Scherzer. Scherzer,
connaît quand même un bon camp. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu quelques bons départs de lui au camp. Puis je pense que ça pourrait être ton 4e ou ton 5e aussi, mais s'il est blessé, je pense que Yariel Rodriguez est là pour ça, pour être ton joueur dans l'enclos qui fait quelques départs en cas de besoin. Fait que je ne serais pas surpris qu'on le voit faire des départs en début de saison si Scherzer est amoché, mais idéalement, tu espères que Francis et Scherzer pourraient être dans ta rotation. Tu espères que Scherzer va être ton numéro 4, Francis ton 5, mais il y a un monde dans lequel, si Francis, ça va mal au mois d'avril ou quoi que ce soit, tu es peut-être obligé d'essayer de regarder ailleurs, peut-être une transaction ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Au moins, on a cette belle profondeur d'avoir Rodriguez qui peut autant évoluer dans l'enclos que dans la rotation. Par contre, on est à une blessure près, peut-être d'une petite catastrophe, parce que si on a un des lanceurs du top 3 qui se blesse, bien là, on est dans le trouble, surtout si Bowden Francis ne peut pas prendre ce rôle qu'un des 3 premiers partants prend jusqu'à maintenant. On arrive un petit peu mince à ce niveau-là. Donc, on va avoir des décisions à prendre, mais c'est sûr qu'il faut laisser un petit peu les choses aller. Puis on parlait du mauvais début de saison ou de camp d'entraînement de Bowden Francis, mais si on lâche le monticule un petit peu et on s'en va au bâton, George Springer, ça ne va pas bien lui non plus, là. Il est vieillissant. On le sait qu'il ne jouera pas tous les matchs au champ droit. Là, il ne connaît pas un bon début de camp. Qu'est-ce qui va arriver avec George Springer, Pascal? Est-ce que parce qu'il y a un contrat, parce qu'on lui doit 50 millions de dollars dans les 2 prochaines années, nécessairement, il va continuer d'avoir sa chance une bonne partie de la saison, ou les jeunes qui sont en train de pousser vont peut-être le pousser justement vers la sortie? Ben, c'est sûr qu'il y a un gros contrat. Hein. Je pense que de toute façon, les Jays vont devoir le payer, peu importe ce qui arrive. On avait déjà commencé à le protéger. On sait qu'il est quand même fragile au niveau des blessures. C'est un voltigeur qui a joué au centre plus souvent qu'autrement. On l'a déplacé justement pour éviter les blessures. Au niveau attaque, il frappe pour 107 au camp d'entraînement. Hein. C'est assez dur de frapper moins que ça. Là. Il ne frappe pas pour son poids. Il ne frappe pas pour son poids. Uniquement 3 coups sûrs depuis le début. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je ne le sais pas. Je le sais pas. C'est lui un peu qui a son sort entre les mains. Déjà, on l'écarte du haut de l'alignement des frappeurs. Là. On va plus le rétrograder vers le dernier tiers probablement. Fait que c'est pas, il a 35 ans. C'est pas un genou. Ça annonce pas une fin de carrière très, très glorieuse dans son cas. Puis oui, il y a des jeunes voltigeurs intéressants qui poussent dans l'organisation des Jays. Il y en a qui ont eu des beaux moments l'année passée. Ça fait que on va prendre les meilleurs disponibles, tout simplement. Si on veut gagner, si on veut avoir des chances de faire les séries, puis que Springer ne livre pas la marchandise, ben, il va se retrouver sur le banc. Là. Oui, ça fait plusieurs mois du côté des Jays qu'on nous dit qu'on veut gagner, qu'on va être aspirant à la Série mondiale. Il va falloir prendre ces décisions-là. Si George Springer ne performe pas, tu ne peux pas le garder dans l'alignement seulement parce que tu dois le payer le montant d'argent que tu lui dois. Tu dois mettre les joueurs qui te font gagner, les joueurs qui sont en feu, les joueurs qui... Je ne dis pas que George Springer ne veut pas gagner, mais les joueurs qui présentement te font gagner, veulent faire progresser cette formation-là. Puis jusqu'à maintenant, ce n'est pas ce que Springer nous a montré. Les choses peuvent changer, mais c'est tout l'inverse pour Dalton Varsho qui, par le passé, n'avait pas la réputation d'avoir un gros bâton. Excellent défensivement, il n'y a aucun problème. Là, ne peut pas évoluer défensivement à raison d'une blessure, mais on le place au poste de frappeur de choix et il performe très bien. Donc, Félix, tu penses-tu qu'il pourrait s'insérer dans le top 2 de l'alignement des Jays pour peut-être décaler un petit peu Vladimir et Anthony Santander? Dalton Varsho qui devient Juan Soto, c'était pas sur ma carte de vidéo pour le camp d'entraînement, mais écoute, il y a des choses plus bizarres. Il y a des choses bizarres qui se passent au camp d'entraînement. Honnêtement, les Jays avaient besoin que Dalton Varsho devienne ce joueur-là, qui contribue offensivement du moins. C'est un gars qui peut frapper une vingtaine de circuits, mais on sait que la moyenne, puis tout, c'est tout le temps assez difficile pour lui. Mais si au moins ce gars-là peut contribuer, même s'il n'est pas capable de jouer au champ, parce qu'en ce moment, c'est ça, il ne peut pas jouer au champ, est forcé d'être frappeur désigné s'il va être dans l'alignement, il réussit quand même à contribuer. C'est pas le prototypique frappeur désigné qu'on a en tête, mais s'il est capable de trouver des moyens de contribuer, ça va être super important pour cette équipe-là. Puis pour revenir un peu à Springer, c'est peut-être ça qui va acheter du temps à Springer, dans le sens où si Varsho ne peut pas jouer au centre, peut-être qu'il était un peu forcé de garder Springer parce que tu n'as pas une tonne de profondeur au champ extérieur non plus. Donc, le temps que Varsho se remette de sa blessure, peut-être que Springer a quelques semaines pour essayer de lancer sa saison, essayer de faire oublier son camp. Mais pour revenir à ta question, Sébastien,
ce serait le fun d'avoir un frappeur gaucher dans le haut de cet alignement-là. Oui, Santander est un frappeur ambidex, puis ça donnerait quand même un peu d'aide à ce niveau-là. Ça donne de l'aide, cette équipe-là qui historiquement a tellement de frappeurs droitiers, mais si tu réussis à placer un Dalton Varsho, par exemple, pour deuxième rang, tu aurais Bo Bichette au premier rang, Vladimir au troisième rang, tu aurais deux droitiers avec un gaucher entre les deux, puis Santander, frappeur ambidex après. Tu as soudainement beaucoup d'équilibre dans le haut de cet alignement-là, puis ce serait quelque chose qui aiderait les Jays, quelque chose qu'on n'a pas vu dans les dernières années. Fait que je pense que son camp d'entraînement fait en sorte qu'il faut au moins le considérer. Idéalement, tu aimerais mieux l'avoir peut-être comme 5e ou 6e frappeur, mais considérant son bon camp, puis le fait qu'on n'a peut-être pas d'autres options nécessairement en ce moment pour ce rôle de 2e frappeur-là, je pense que ça va être à considérer d'amener Varsho dans ce rôle-là parce que s'il peut être une partie de la solution, tu ne peux pas l'écarter trop rapidement. Puis, tu sais, les gars, le rôle d'un premier frappeur, c'est de se rendre sur les coussins. Le rôle d'un deuxième frappeur, c'est de faire avancer celui qui s'est préalablement rendu sur les coussins. Moi, je pense que Varsho est capable de faire contact avec la balle. Il est capable de frapper un peu à tous les champs. Puis tu le dis, Félix, ce n'est pas le prototype d'un frappeur désigné habituel. Il n'est pas capable de sortir la balle régulièrement des limites du stade. Mais il y a des joueurs qui se développent plus tard que d'autres. Il est devenu un des meilleurs voltigeurs défensifs. Il y a 28 ans. Peut-être qu'il peut améliorer encore son bâton. Peut-être qu'il peut être encore plus régulier qu'il ne l'est parce que peut frapper une vingtaine de circuits, mais avec une moyenne de 220, c'est sûr que tu ne peux pas rester deuxième frappeur longtemps si tu n'augmentes pas ta moyenne puis tu n'augmentes pas les chances, justement, de faire avancer celui qui s'est présenté sur les coussins avant. Fait que, pour le moment, sa blessure fait que le poste de DH est un peu légitime dans son cas, mais il va falloir qu'il améliore son coup de bâton pour demeurer dans le haut de l'alignement des frappeurs, du moins. Oui, ça va être vraiment à lui de le prouver. Parce que s'il continue sur cette lancée-là, c'est un luxe pour les Jays de le mettre au deuxième rang parce qu'on va repousser justement Vladimir, on va repousser Santander. Le problème chez les Jays, c'est après. Là, on a un petit peu plus de problèmes. Donc, si on repousse quelque peu ce problème-là, bien, au moins, avant d'arriver à Kirk, à Springer, à Jiménez, bien, on est rendu un petit peu plus bas dans l'alignement, puis le haut de l'alignement a fait le travail. Par contre, si on y va avec Bichette, Vladimir, Santander, qui est un excellent top 3, mais tout de suite, on arrive à Kirk probablement au 4e rang, c'est peut-être pas la situation idéale pour un club qui veut se rendre loin en série. Puis là, c'est là qu'il faudrait ajouter un autre bâton. On le sait, il manque un bâton dans cet alignement-là, mais Varsho pourrait mettre le problème un petit peu en dessous du tapis pour quelques mois, à tout le moins en début de saison, puis on verra quand va être rendue la date limite des transactions. On a un commentaire. T'allais-tu dire quelque chose, Pascal? Non. OK, parfait. On a un commentaire pour revenir sur George Springer, que les Jays le savaient en donnant son gros contrat à Springer, que la fin de ce contrat-là allait être un petit peu catastrophique. C'est souvent le cas pour plusieurs joueurs dans le baseball majeur. C'est de cette façon-là que les contrats sont construits maintenant. Puis là, on en paye un petit peu le prix. Félix, il faut vivre avec cette situation-là, sinon on n'est pas capable d'attirer des joueurs à Toronto ou nulle part ailleurs. Absolument. Puis je pense que, tu sais, on savait que les dernières années seraient peut-être plus difficiles, mais je pense que ce qu'on espérait à Toronto, c'est que ce difficile-là, ce soit qu'il soit plus capable de jouer au champ-centre, qu'il devienne un voltigeur de droite régulier, peut-être un frappeur désigné dans le PDK, mais s'il perd son coup de bâton, George Springer, à ce stade de sa carrière, est vraiment un joueur qui est assez limité. Tu sais, défensivement, oui, il est encore correct au champ droit, mais tu peux pas le faire jouer 130, 140 matchs là-bas puis espérer son corps tienne. On sait qu'il y a eu des ennuis de blessures aussi. Fait que je pense que oui, on se doutait que la fin de contrat allait être plus difficile, mais je pense quand même que c'était allé un petit peu plus vite qu'on pensait, surtout au niveau offensif. On espérait que l'offensive tienne au moins jusqu'à la dernière saison, que ça tienne encore cette année. Puis là, il y a des sérieux doutes à avoir à ce niveau-là. Même l'année passée, il y a quand même eu un petit déclin à ce niveau-là pour Springer. Est-ce qu'on va être capable de le garder jusqu'à la toute fin de son contrat? Mais tu l'as dit, Sébastien, tu n'as pas le choix de donner ces gros contrats-là qui, inévitablement, vont mal finir. Là, quand les Yankees ont donné 10 ans à Aaron Judge, on se doutait que les dernières années, son corps allait été prouvé et tout, avec les blessures. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps un phénomène qu'on voit sur des longs contrats. Mike Trout en est un autre très bon exemple, malheureusement. Fait que c'est le genre de choses qui arrivent. On va espérer que dans peut-être un rôle plus limité, on sait que dans les dernières années, on avait Springer au premier rang, on lui en demandait beaucoup.
Si on est capable peut-être dans un rôle de 6e, 7e frappeur, peut-être qu'on y enlève un peu de pression, peut-être que ça va lui faire du bien, puis essayer de relancer un peu sa carrière, mais clairement, si Springer veut être un joueur important pour les Jays, l'offensive doit venir parce que la défensive, c'est plus son principal atout en ce moment. Puis en plus, il ne peut pas jouer à beaucoup d'endroits à part le champ droit, puis peut-être occasionnellement au champ centre. Tu ne peux pas l'envoyer au premier but, c'est Vlad qui est là. Tu ne peux pas lui donner le bâton de frappeur de choix parce que c'est pas un frappeur de choix, puis pour un frappeur de choix, ben, ça te prend quelqu'un qui frappe. Là. Puis la définition de ce qu'on vient de dire de Springer depuis les dernières minutes, ben, c'est justement parce qu'il ne frappe plus. Fait que son rôle risque d'être assez limité. Puis quand on est allé le chercher, on lui a donné un gros contrat, mais on lui a donné le gros contrat pour les raisons du temps. C'était un joueur d'énergie. C'est un joueur qui avait gagné. Puis c'est un joueur qui était capable de t'en donner, puis qui était quand même très influent dans le vestiaire. Qui était capable de motiver ses coéquipiers, mais ça se perd avec les années. Puis le baseball change aussi. Puis c'est un contrat qui vieillit mal, on va se le dire. Oui, puis on n'est pas sûr que c'est le grand leader qu'on pensait qu'il était. Je ne dis pas nécessairement que c'est une nuisance, mais j'ai l'impression qu'on s'attendait à plus dans l'abri, dans le vestiaire de la part de George Springer. Puis ça ne s'est peut-être pas concrétisé de cette façon-là à Toronto. Petite question ici de Patrick, que je vais te soumettre, Pascal. Si on comprend bien la situation, Guerrero et Bichette seront échangés avant la date limite des transactions. Drôle de scénario. Qu'est-ce que tu en penses? Drôle de situation, effectivement. Les deux vont devenir joueurs autonomes. Depuis quelques années, on force les partisans des Jays à faire un choix entre Guerrero Junior et Bichette en disant c'est lequel des deux est notre joueur concession. On s'en est parlé, Sébastien, là, lors d'un podcast précédent. Vladimir a plus le profil d'un joueur concession que Beau Bichette. Beau Bichette, l'année passée, il n'a pas pu se faire valoir. Cette année, je pense que c'est son année rédemption. Là. Il faut qu'il revienne, le Beau Bichette, qu'il a déjà été. Mais oui, c'est une possibilité de voir les deux être échangés. Ce serait hyper surprenant que les Blue Jays échangent les deux. Mais ça pourrait arriver qu'il y ait un des deux qui écope. Puis, pour le moment, ben, celui qui risque le plus d'écoper, c'est Beau Bichette. Mais en même temps, si on continue de parler à Vladimir Guerrero puis on ne réussit pas à s'entendre, puis que la date des transactions approche, c'est quoi? On risque de perdre à la limite les deux pour rien. Ça serait encore plus catastrophique. Là. Ouais, on ne peut pas se permettre vraiment ça chez les Jays parce qu'on le sait que, premièrement, si on perd les deux, la reconstruction, entre guillemets, transition va être très ardue, très difficile parce qu'on a beaucoup de difficultés à attirer des joueurs autonomes dans la ville reine. Donc, il va falloir passer par le repêchage. On n'a pas un bon système de filiale présentement. Donc, si en plus de tout ça, on perd ces deux-là pour absolument rien, ça va être une catastrophe à Toronto dans les prochaines années. Puis c'est vraiment pas ce qu'on veut chez les partisans des Jays. En terminant, messieurs, ce bloc sur les Jays, un petit commentaire de Jean-Michel. Pour les problèmes des lanceurs au camp, est-ce que le fait que ce soit Kirk derrière le marbre en majorité fait en sorte qu'on a quelques difficultés, selon toi, Félix? Peut-être que c'est ça de créer peut-être un lien avec lui. On sait que dans les dernières années, on avait Danny Jansen qui prenait quand même beaucoup de matchs derrière le monticule. Mais je pense que Kirk, un joueur qui a ses limites, n'est pas un joueur parfait, mais défensivement est quand même un joueur intéressant. Ça reste un bon receveur derrière la plaque. Pas le profil nécessairement d'un bon receveur défensivement, mais fait quand même le travail depuis quelques années à ce niveau-là. Est-ce que c'est peut-être que c'est ça, peut-être que c'est juste qu'on n'a pas la chimie avec lui, que ça ne connecte pas encore, mais je pense qu'éventuellement, Kirk ne peut pas être le paratonnerre de tous les problèmes des lanceurs aussi. Je pense que le camp, c'est une occasion de tester des choses, de créer cette cohésion-là entre le lanceur et son receveur. Puis peut-être qu'il y a des gars qui avaient besoin de ça. Je pense à Max Scherzer, par exemple, qui a quand même un bon camp, mais il travaille avec Kirk pour la première fois de sa carrière. Fait que c'est des liens à établir. Peut-être qu'on essaie des nouvelles choses, qu'on essaie des nouvelles stratégies dans l'appel des lancers pour le receveur, mais éventuellement, Kirk ne peut pas être la seule raison qui explique tout ça.
Alejandro Kirk n'est pas la seule raison pour laquelle Bowden Francis a une moyenne de points méritée de 10. Je pense que c'est aussi simple que ça. Puis éventuellement, ça va être aux lanceurs d'augmenter leur niveau. Peut-être que ça va être à Kirk de travailler, savoir comment sortir le meilleur de ses lanceurs aussi. Peut-être pas, mettons, l'expérience d'un Yadier Molina à ce niveau-là, mais doit quand même être capable d'avoir un feel pour la game, comme on dit, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour son lanceur pendant le match, puis de s'ajuster aux frappeurs. Puis c'est un apprentissage qui se fait continuellement pour un receveur, mais je pense pas que c'est juste à cause de Kirk. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent ça. Puis il faudrait peut-être regarder un jour du côté de l'instructeur des lanceurs aussi, parce que souvent, ces gens-là sont hyper protégés par l'organisation. Mais ils ont leur rôle à jouer. C'est pour ça qu'il est payé. C'est pour que ces lanceurs performent bien. Puis pour le moment, je ne pense pas que le top 3 soit un problème. Je ne pense pas que les problèmes de Bowden Francis soient attribuables directement à l'instructeur des lanceurs, mais il est quand même responsable de ce qui se passe sur le monticule. Puis à un moment donné, quand ça ne va pas bien ou quand ça risque de ne pas bien aller, si tu veux protéger tes lanceurs, si tu veux protéger tes receveurs, si tu veux protéger ton organisation, tu as des décisions à prendre. Entièrement d'accord. Je pense qu'on a fait le tour avec l'expérience Pete Walker. L'échantillon est assez grand pour qu'on voit le résultat que ça donne tout ça. C'est pas catastrophique, mais c'est pas excellent non plus. On est un petit peu dans une zone d'entre-deux. Puis les Jays veulent passer au prochain niveau, donc on doit quitter cette zone d'entre-deux-là qu'on a eue dans les dernières années. Et probablement que ça va passer par un petit ménage au deuxième étage, dans le vestiaire. Et on va voir comment la saison va se dérouler, mais on dirait qu'on se dirige de plus en plus vers cette situation. Donc, c'est ce qui met un terme à notre bloc sur les Blue Jays. Mais avant de passer au reste du baseball majeur, on a Charles-Alexis qui ne se mêle pas de ses affaires comme à l'habitude, qui nous souhaite un bon show. Donc, on lui renvoie ses souhaits. Bon show à toi aussi, Charles-Alexis. Donc, on va y aller maintenant avec le bloc sur l'actualité du baseball majeur. Mais si on a déjà 2 matchs dans les livres dans cette saison régulière 2025, ce n'est pas des matchs qui sont en sol nord-américain, c'est des matchs qui se sont déroulés au Japon. On a cette tradition-là depuis quelques années. Sans grande surprise, les Dodgers ont battu les Cubs lors de ces 2 rencontres-là. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ça a été fait sans les services de Freddie Freeman, sans les services de Mookie Betts. Freddie Freeman qui avait un inconfort à la côte, donc c'est plus par mesure préventive qu'on l'a retiré de l'alignement. Dans le cas de Mookie Betts, par contre, Félix, c'est un petit peu plus particulier. Il est tombé malade au Japon, a dû revenir à Los Angeles, a perdu plus de 15 livres. En début de saison comme ça, c'est pas nécessairement idéal. Hein? Surtout pour un joueur qui prend de l'âge quand même. Mookie Betts, c'est plus un joueur de 23-24 ans. Il est rendu un gars dans la trentaine maintenant. Pas qu'il est vieux nécessairement ou en fin de carrière, mais ça reste quand même un joueur qui n'est plus en début de carrière non plus. Puis c'était assez particulier. On sait que Mookie Betts est tout le temps dans une forme exemplaire. Puis il y a des extraits vidéo qui ont fait surface de lui qui prend des roulants à l'arrêt-court. Puis juste de prendre un roulant, de faire le relais, il était complètement essoufflé. Il a l'air d'avoir été vraiment, vraiment malade. Perdre 15 livres, c'est beaucoup. Puis c'est à se demander si ça va impacter le reste de sa saison, dans le sens où c'est une grosse coupure de poids avant le début de la saison. Puis les gars essaient de trouver leur forme physique optimale pendant le camp et quoi que ce soit. Puis là, lui, un recul comme ça de 15 livres au total, ça va être dur à prendre. Puis ça a clairement été éprouvant pour son corps. La bonne nouvelle, c'est que là, il y a quand même une petite semaine pour se remettre avant le début de la saison. Peut-être que ça va lui faire du bien. Puis je pense que son camp d'entraînement est terminé. Là. Je pense qu'on va le revoir vraiment pour le début de la saison. J'ai quand même un petit peu inquiet à ce niveau-là pour Mookie Betts. J'espère me tromper, mais c'est le genre de choses que tu dis peut-être que ça peut jouer dans sa préparation. Puis on prend l'exemple de l'année passée des joueurs qui ont signé un peu en retard. Prenons Jordan Montgomery, par exemple, ça a été épouvantable parce que sa préparation a débuté plus tard. Ça impacte sa préparation quand même à Mookie Betts d'avoir ce virus-là. Les Dodgers, d'ailleurs, connaissent toujours pas la cause de cette maladie-là. C'est vraiment, vraiment particulier ce qui s'est passé avec tout ça. Fait qu'on souhaite le meilleur à Mookie Betts, puis on souhaite le revoir en santé et connaître une grosse saison. Mais si je suis les Dodgers, je suis quand même un petit peu inquiet. Au moins, on a des ressources pour compenser, là, mais je suis quand même un petit peu inquiet de l'état de santé de Mookie Betts en ce moment.
Ouais, puis c'est pas comme si Mookie Betts pouvait perdre 15 livres non plus. Là. Si Daniel Vogelbach perd 15 livres, c'est pas très problématique. Dans le cas de Mookie Betts, je pense que ça va y prendre un petit peu de temps avant de récupérer. Oui, peut-être que ça va avoir un impact sur son début de campagne. Par contre, comme tu l'as mentionné, Félix, on n'est pas vraiment inquiet avec les Dodgers en ce moment. Je pense qu'on va être capable de s'en sortir pour la totalité de la saison. Là. Ça va assez bien de ce côté-là. On a Patrick qui nous demande nos opinions sur le premier départ de Roki Sasaki. Pascal, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier départ officiel dans le baseball majeur? C'était le fun de pouvoir le voir évoluer là, sur la plus grosse scène du baseball. Au Tokyo Dome, je pense qu'on ne pouvait pas demander meilleur endroit pour ce premier départ-là. Mais il a livré la marchandise. C'est lui aussi, là, il s'est magasiné une tonne de pression, là, mais il a prouvé qu'il était, après Shohei Ohtani, le deuxième meilleur lanceur japonais actuellement là, sur la planète. Il va possiblement répondre aux attentes durant toute la saison. Encore là, on va se répéter encore à chaque fois qu'on va se parler. Comme tous les lanceurs, on va essayer de gérer son nombre de manches, on va essayer de gérer ses départs, on va essayer de lancer presque à sa place là, avec tout ce qu'on sait des statistiques avancées, et ainsi de suite. Moi, je trouve ça dommage. Là, je suis de la vieille école, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Il a du cran, il n'est pas très nerveux, il a l'expérience, même s'il n'est pas très âgé. Donc, les Dodgers ont fait signer un lanceur de très grande qualité. Maintenant, le facteur blessure est toujours ce qui nous nuit, ce qui nous pend au bout du nez. Là, on l'a vu avec Betts, on vient d'en parler, on l'a vu avec Freeman. Il n'était même pas question de sa cheville. Les Dodgers ont démontré qu'il y avait beaucoup de joueurs pour en remplacer d'autres, beaucoup de profondeur. Mais ça ne veut pas dire que les Dodgers, avec tout leur argent, toute leur bonne volonté et leur championnat dans leur poche derrière, vont passer une année tranquille. Là. Ça peut arriver qu'ils soient éprouvés par les blessures, ça peut arriver qu'il y ait des joueurs qui ne performent pas à la hauteur. Mais là, ils ont 2 victoires en poche, ça fait qu'ils sont à 118 victoires d'une saison de 120. Comme le prédisaient certaines personnes. Fait que, ça décolle bien. Puis Sasaki, j'ai beaucoup aimé son premier départ, honnêtement. Puis j'ai hâte de le voir évoluer durant la saison. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, Sasaki, c'est un petit peu d'enjeu avec les buts sur balle aujourd'hui. 5 buts sur balle en 3 manches lancées. Je pense que c'est ça. C'était peut-être le premier départ, s'ajuster un peu. Peut-être un petit peu nerveux aussi. Mais je suis pas inquiet. Je pense qu'éventuellement, ça va se placer. Des fois, c'est juste de tester ses affaires aussi puis de s'installer. Il y avait la pression de jouer à la maison au Tokyo Dome. C'était pas le premier départ, mais l'année passée, on l'a vu avec les Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, qui avait connu un premier départ difficile, puis avait réussi à se stabiliser par la suite. Je ne suis pas vraiment inquiet par les 5 buts sur balle aujourd'hui. Le problème de contrôle, c'est peut-être ce qui pourrait être un peu dangereux pour lui dans le sens où ses tirs ont tellement d'effets, sont tellement. C'est dur à frapper, mais des fois, c'est dur à localiser aussi. Puis je pense que ça va être un petit problème des fois dans son cas. S'il perd sa zone des prises, ça peut rapidement faire boule de neige, mais je pense que ce gars-là est beaucoup trop talentueux pour qu'on soit inquiet par 5 buts sur balle en 3 matchs. Même si c'est un premier départ en carrière, ça va se placer. Les receveurs des Dodgers vont avoir du fun. Oui. Oui. Avec Sasaki, avec le reste de la rotation, là, il y a de quoi s'amuser. Ah oui. Los Angeles, c'est un receveur. Oui, ça va être une belle saison à ce niveau-là. Mais oui, dans le cas de Sasaki, c'est des hauts et des bas. Mais tout de suite, on voit le potentiel de ce jeune-là. Tu sais que ça va fonctionner. Que oui, il va y avoir des soirs où ça va moins bien aller, mais la plupart du temps, il va être dominant. Puis, tu sais, il arrive. Là, j'allais dire, il arrive en Amérique, là, il est encore au Japon, mais il arrive dans le baseball majeur avec toute cette pression-là, puis tu vois que ça ne l'affecte pas tant que ça. On a vu une certaine nervosité qui était normale, mais sans plus. On ne l'a pas vu casser à aucun moment. Donc, on le sait que sur une longue période, là, Roki Sasaki va être un élément important de cette rotation-là. Puis ça a été 2 matchs. Oui, les Dodgers ont remporté les 2, mais ça a été 2 matchs serrés. Puis c'est plaisant aussi cet environnement dans lequel il évolue. La semaine précédente où on voit un petit peu le build-up qui, avant la rencontre, affronte des équipes japonaises, essaie des choses de la culture. Pascal, comment tu trouves cette expérience-là du baseball majeur au Japon? Ben, pour les Japonais, le baseball, c'est leur sport national. Là. Puis, ça paraît.
Ça paraît. Puis c'est le fun de voir 2 matchs au Japon pour nous, Nord-Américains, de constater la culture de ce sport-là au Japon. C'est très gros, c'est très, très, très gros. De voir le respect des amateurs de baseball, de voir leur réaction qui est hyper coordonnée. Il n'y a pas d'improvisation, on dirait. Tout est préparé. Tu vois que les gens aiment le baseball. Puis là, en plus, ils étaient gâtés parce que tu avais quand même beaucoup de Japonais là, dans les 2 alignements. On ne pouvait pas demander meilleur scénario pour les 2 premières parties de la saison. Mais de voir comment évolue le baseball ailleurs qu'en Amérique, puis on pourrait inclure la Corée du Sud là-dedans aussi. Là. Mais on le voit à la classique mondiale, les équipes d'Asie prennent de plus en plus d'importance. Le Japon a remporté la dernière classique. Vont possiblement être les favoris pour la prochaine, mais le Japon est très représentatif d'une culture de respect, puis de l'amour pour son sport, puis de l'amour pour les athlètes aussi. Puis on voyait que les joueurs japonais étaient fiers d'avoir performé devant les leurs. Fait que j'ai beaucoup apprécié ces 2 matchs-là, même si je ne les ai pas écoutés nécessairement au complet. Là. Mais de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Ouais, puis tu parles de respect. Je pense que c'était la diffusion des Cubs qui disait que les partisans japonais, habituellement, il y a beaucoup plus de bruit à l'intérieur du Tokyo Dome, mais par respect pour les fans nord-américains, ont décidé de réduire un petit peu leurs acclamations, le faire à des moments, pas tout au long de la rencontre, mais à des moments importants, seulement par respect pour les fans nord-américains qui sont outre-mer. Donc, c'est du respect. C'est du respect, c'est incroyable. Puis c'est le fun de voir à quel point ils apprécient, ils mangent du baseball au Japon. Puis on voit les joueurs qui sortent de ce pays-là. Puis c'est le fun de les voir évoluer ici. C'est une autre sorte de baseball. On ne l'enseigne pas de la même façon, mais le talent qui sort de ce pays-là, c'est extraordinaire. Maintenant, on va revenir en Amérique du Nord. Puis là, on va jouer un petit jeu rapidement. Vous allez avoir un joueur chacun. Je vais vous nommer le nom du joueur. Vous allez me dire combien ça coûte pour le garder à long terme ou pour le signer à long terme. Puis on va commencer par Kyle Tucker, qui va devenir joueur autonome au terme de la prochaine campagne. Les Cubs qui l'ont acquis en provenance des Astros de Houston. Mais on s'attend à ce qu'il signe un très gros contrat, Félix. Mais jusqu'à quel point Kyle Tucker va faire sauter la banque? Moi, c'est peut-être un petit hot take, comme on dit. Là. J'ai peut-être un. Moi, je serais pas surpris que Kyle Tucker signe un plus gros contrat que Vladimir Guerrero Jr. Je pense que ce joueur-là est. Vladimir c'est un excellent joueur, Vladimir, puis je sous-estime en rien. C'est un des meilleurs frappeurs des majeurs et tout, mais Kyle Tucker est un frappeur extrêmement sous-estimé depuis des années. Il passe dans l'ombre à Houston, derrière les Altuve, Bregman, Correa. Kyle Tucker est un excellent joueur de baseball, est un voltigeur qui est bon défensivement aussi, puis amène un élément de vitesse. C'est un joueur qui est vraiment complet. Puis je pense qu'il y a une équipe qui va se laisser tenter. Si je suis les Yankees, sérieusement, j'ai le nom de Kyle Tucker encerclé sur mon gros tableau, puis il ne bouge pas jusqu'à temps qu'il n'a pas décidé, annoncé qu'il signe ailleurs. C'est ma cible numéro 1, puis je trouve que c'est le genre de joueur qui se place bien dans toutes les formations, tandis que Vladdy, par exemple, c'est un joueur qui a un marché un petit peu plus limité, dans le sens où si tu n'as pas de place au premier but ou tu as un frappeur désigné qui est prêt à long terme, tu ne sais pas trop où le mettre. Tu ne peux pas le renvoyer au troisième but. Kyle Tucker, tu peux le faire jouer au champ droit. PDK, je pense qu'il pourrait très bien s'ajouter au champ gauche. Premier but, je suis sûr qu'il serait capable aussi. Frappeur désigné. Tu as plusieurs options pour lui. Fait que mon petit hot take, c'est que je pense que Kyle Tucker va signer pour plus que Vladdy. Je pense que ça commence par un 500 millions pour Kyle Tucker. Ça va être un montant, je pense, qui va surprendre bien des gens parce que c'est pas un nom dont on parle assez, selon moi. Mais peut-être un 12-13 ans, 500, peut-être un petit peu plus que 500 millions aussi. C'est le genre de contrat que je serais vraiment pas surpris de voir Kyle Tucker signer avec une équipe qui se dit peut-être qu'avec un bon voltigeur, on est capable de passer au prochain niveau. J'aime beaucoup ta prédiction. Je pense quand même que Vladimir va signer pour une plus grosse somme d'argent en raison de son âge qui est moins élevé. Mais il reste qu'il y a certains qui disent que Kyle Tucker est meilleur que Juan Soto. Défensivement, aucun doute. Kyle Tucker est supérieur à Juan Soto. Au bâton, bien, c'est sûr que Tucker n'a pas l'œil au bâton de Juan Soto, mais quand même, Pascal,
quand Tucker arrive au bâton, c'est une menace. Puis oui, il va peut-être frapper avec moins de puissance, moins de balles en lieu sûr, mais quand même, il mérite son prochain gros contrat. Il mérite son prochain gros contrat. Puis je me demande même jusqu'à quel point les Astros n'ont pas été visionnaires de dire on l'échange parce qu'on n'aura jamais le moyen de le payer. Les Astros, les gens pensent à tort que c'est une équipe qui est très riche et qui tire l'argent par les fenêtres, là, mais je pense qu'au contraire, ils ont fait avec les joueurs qu'il y avait, puis ils ont développé leur noyau, puis ils ont essayé de le garder le plus longtemps possible. Ils ont possiblement eu peut-être des embryons de discussion avec l'agent de Kyle Tucker, puis en fonction du talent, en fonction de ce que le joueur est capable de donner, ils ont dû se dire « Ouais, je pense qu'on va l'échanger parce qu'on ne sera pas capable de le signer. » Assurément entre 500 et 600 millions probablement. Possiblement que Vladimir va signer pour un petit peu plus pour ce qu'il représente. C'est une superstar. Tucker joue un petit peu plus sous le radar, il est moins flamboyant, il vend possiblement moins de chemises que Vlad peut en vendre. Mais il jouait dans un moins grand marché aussi. Vladimir au Canada, il est seul. Là. C'est la superstar du baseball de tout un pays, tandis que Tucker, ce n'était pas le cas. Mais Tucker est un voltigeur. Vladimir est un joueur de premier but. Oui, les deux ont d'excellents bâtons, mais n'empêche qu'un voltigeur, je crois, puis vous me corrigerez, vaut possiblement plus cher sur le marché qu'un joueur de premier but. On ne corrigera pas. Fait que, en fait, pour toutes ces raisons-là, je pense que Vladimir risque de signer un plus gros contrat que Tucker, mais Tucker va quand même décrocher la lune. Là. Oui. C'est peut-être au niveau du salaire annuel. Peut-être que Tucker va avoir un plus gros salaire annuel, mais Vladimir va avoir un plus gros contrat sur plus d'années. Vu sur plus d'années. Exact. Ouais, c'est ce qui risque d'arriver. Puis on a Patrick qui nous dit 500 millions. Aïe aïe. On va garder ça dans les livres, puis on va ressortir ça rendu à cet hiver. On va vous ramener Félix et Pascal, puis on va en discuter quand va venir le temps de la signature du contrat de Tucker. Maintenant, c'est à ton tour, Pascal. Paul Skeens. Combien ça va coûter pour que les Pirates le conservent à Pittsburgh? Puis là, je dis les Pirates, mais ça ne sera pas les Pirates, on le sait. Ça sera pas, il ne portera pas du jaune très longtemps, là, à moins que ce soit un autre type de jaune. Là. Malheureusement. Malheureusement, on dirait que le parcours de Garrett Cole avec les Pirates, on dirait que c'est vers là que Paul Skeens s'en va. Ça se ressemble. Hein? Oui, mais peu importe la formation, combien ça va coûter pour garder Paul Skeens? Parce qu'il est en pré-arbitrage. Il lui reste des années d'arbitrage, puis ensuite, il va falloir acheter son autonomie. Bien, vous êtes plus renseignés que moi, les gars. Vous êtes plus sur le beat, là, mais le lanceur le mieux payé actuellement dans les majors, il gagne combien par année? Shohei Ohtani compte pas vraiment, mais. en excluant Ohtani. Le plus gros contrat d'un lanceur, ça doit être Yamamoto. Oui. Qui avait signé pour près de 500 millions sur 12 ans, je pense. Je pense que c'était 465 sur 12 ans. Oui, parce qu'il avait battu Garrett Cole à ce moment-là. Ouais. Exactement. Mais j'ai plus l'impression qu'on va aller dans les eaux de Spencer Strider. Je vais te laisser aller, Pascal. Là. Je pense que ça va être la base. Là. Ben, je pense que ça va être la base. Ce que Strider a signé, ça prend toujours des comparables. Là. Oui. Tu peux pas négocier sans comparable. Skeens, là, il débute sa carrière. Là. Il a encore, à toute fin pratique, rien prouvé, même s'il a gagné le titre de recrue de l'année. C'est quoi? Il y a 23 départs. L'an passé, on a limité son nombre de manches. Cette année, lui, il espère lancer un petit peu plus pour améliorer ses statistiques. Mais si moi, je suis dans l'organisation des Pirates, j'essaie de le ménager encore parce que je sais ce qu'il est capable de donner. On connaît... en fait, c'est pas vrai. On ne connaît pas son plafond. On connaît ce qu'il est capable de donner actuellement. Son plafond, on ne sait pas vers où il va l'atteindre. Écoute, pour répondre à ta question, Sébastien, en termes de montant d'argent, en termes de contrat annuel, peut-être que ce ne sera pas ce que Yamamoto gagne actuellement, parce que Yamamoto a quand même de l'expérience, mais un contrat à la Spencer Strider, ce sera possiblement la référence. Oui. Puis pour acheter ces années d'arbitrage, mais peut-être qu'on va se référer à ce que Jacob deGrom a fait à ce moment-là. On va aller chercher un 45-50 millions. Puis après ça, on va ajouter les années d'autonomie. Donc, ça va coûter un bras et une jambe. Et ce ne sera malheureusement pas les Pirates qui vont déplier. On ne sait pas avec quelle formation il va aboutir, mais cette formation-là risque de devoir payer très cher
à moins qu'arrive malheureusement une blessure qui ferait un petit peu reculer Skeens dans sa progression, mais à moins d'une blessure, là, on s'attend vraiment à ce qu'il fasse sauter la banque. Puis c'est dommage, hein, parce que les Tigers ont bâti leur équipe autour de Tarek Skubal, puis ils ont réussi à bâtir ce qu'il y avait à bâtir avec pas un si gros budget que ça, pas avec une si grosse masse salariale que ça. J'aurais aimé ça que les Pirates puissent faire la même chose avec Skeens, bâtir une équipe autour de Paul Skeens. Malheureusement, les chances que ça arrive sont plutôt minces. Surtout que c'est pas seulement Skeens. Là, on a un trio présentement à Pittsburgh dans cette rotation partante-là, puis on ne l'entoure pas. On l'a vu, là. Oui, on a vu des flashs l'an dernier des Pirates en début de saison qui étaient tout feu, tout flamme. On sait de quoi cette équipe-là est capable. Mais le propriétaire, comme dirait si bien Charles-Alexis, Bob Notting, ne dépense nothing. Donc, il fallait ramener Charles-Alexis dans l'épisode. On n'avait pas le choix. Maintenant, on va se diriger vers Alex Verdugo, Félix. Alex Verdugo qui était partant lors de la dernière série mondiale et qui, depuis ce temps-là, a eu aucune offre. Zéro comme dans Ouellet. T'es-tu surpris? Surpris que ce soit zéro, oui. Je pense que Verdugo, on l'a vu l'an passé, est un joueur quand même limité. C'est pas un joueur qui est parfait. Il n'aurait jamais dû être partant pour les Yankees. On aurait dû arrêter cette expérience-là bien avant. Ça n'avait pas de bon sens. Il a fait le dernier rétro-bâton de la Série mondiale. Puis je trouve qu'il y a quand même une belle poésie dans tout ça. Mais ce gars-là a été un problème pour les Yankees. Juste au-delà de... Je ne parlais pas de en dehors du vestiaire, parce qu'en dehors du terrain, c'est quand même bien comporté. On n'a pas eu trop de problèmes avec lui. C'est vraiment sur le terrain. Est-ce que on l'a acquis parce qu'il était bon défensivement et qu'il veut contribuer au niveau du contact dans la formation? 0 en 2. Il n'était pas bon défensivement. En fait, il était correct au mieux défensivement, puis offensivement, c'était un trou noir complètement. Sauf quelques bons matchs dans toute la saison, mais sur 150, une dizaine de bons matchs, ça fait pas une saison. Fait que clairement, Verdugo a pu sa place, surtout comme partant dans une bonne équipe, mais que même les Marlins qui se font menacer de se faire poursuivre par l'association des joueurs parce qu'ils ne dépensent pas, n'aient pas pris une chance avec Verdugo qui serait, même s'il est limité, serait un de leurs meilleurs joueurs, ou les White Sox qui sont historiquement mauvais, qu'on n'ait pas fait une offre à Verdugo. Sérieusement, j'aurais un peu mal à mon orgueil si c'était Verdugo, d'avoir même pas un appel de ces deux équipes-là. Joey Gallo a eu une offre au moins de venir au camp d'entraînement pour eux. C'est Joey Gallo qui est devenu lanceur. D'ailleurs, on voit plein d'affaires dans ce sport-là au camp d'entraînement. Mais c'est ça, Alex Verdugo. Je pense que je suis un peu surpris qu'il n'y ait rien eu, mais je ne suis pas nécessairement surpris qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'offres, qu'il n'y ait pas un gros marché pour ses services. Parce que, au-delà des problèmes de caractère qu'on a vus par le passé, puis une saison vraiment difficile l'an passé, je vois pas beaucoup d'équipes se voir ce gars-là comme une vraie solution. Peut-être comme un joueur de profondeur, mais c'est au mieux un joueur de profondeur. Puis peut-être que tu parles de Joey Gallo qui veut devenir lanceur. Peut-être que le prochain contrat de Paul Skeens va être basé en fonction du prochain contrat de Joey Gallo. On ne sait jamais. Concernant Alex Verdugo, je vous l'ai écrit, les gars. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Là. Oui. Possiblement que les équipes ont eu à installer des détecteurs de métal à l'entrée des vestiaires. C'est pour ça qu'il ne peut pas signer en nulle part, finalement, parce qu'il va être repoussé à l'entrée de chaque vestiaire. Mais c'est vraiment dommage parce que le gars, il est calibre MLB. Nous. On s'entend là-dessus. Peut-être pas pour être partant en série mondiale. Là. Ça, c'est un petit peu un anachronisme. Là. Mais n'empêche que c'est un peu bizarre ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment une question d'attitude? Est-ce que les DG se sont parlé? Toi, tu as eu une mauvaise expérience. Tu sais, je fais le parallèle avec Équipe Canada au hockey où on n'a pas voulu du gardien de but Thompson, je crois, là, parce qu'il y avait nuit à... il ne s'était pas bien entendu avec certaines équipes. Est-ce que Verdugo se fait servir la même médecine? Mystère. Peut-être. À tout le moins, ça fait mal à l'orgueil pour lui. Ça ne doit pas être facile à encaisser. Ça ne veut pas dire qu'en début de saison, il ne signera pas avec une équipe. On le sait, il va y avoir des blessures qui vont arriver. Il va y avoir une formation de la MLB qui va être un petit peu dans le trouble. Donc, probablement qu'il va se trouver un emploi à ce moment-là, mais jusque-là, c'est probablement un petit peu difficile à vivre. Il a été échangé contre Mookie Betts. Hein?
Oui, oui, oui. Les Dodgers pourraient le signer pour faire la boucle, pour compléter la boucle, puis vraiment avoir gagné ces échanges-là. Pas qu'il y ait le moindre doute qui reste, là, mais vraiment comme rentrer le couteau dans la plaie une dernière fois. Là. Ça, il va pouvoir mettre ça dans son CV. J'ai été échangé contre Mookie Betts parce que sinon, c'est assez tranquille, mais c'est un autre dossier. Parlant d'autres dossiers, le dossier des Rays de Tampa Bay. On apprenait la semaine dernière que le projet Nouveau Stade tombait à l'eau. Un autre rebondissement dans cette saga-là. Là, on veut maintenant faire des rénovations, Pascal, au Tropicana Field pour pouvoir y évoluer jusqu'en 2038. Wow. Qu'est-ce qui va arriver avec les Rays? C'est une saga, hein? Avec un S majuscule. Les Rays qui vont passer l'année dans le stade d'entraînement des Yankees, qui ne sont même pas capables de remplir pour le premier match, je pense. Là. Tandis que les Bananes de Savannah ont rempli un stade de football. C'est complètement fou. Puis, mais les Rays, c'est les Rays. Puis, ils n'ont pas le choix d'apporter des rénovations au Tropicana anyway. Si ça veut s'appeler encore un stade. Mais maintenant, si c'est leur solution jusqu'en 2038, moi, je les plains parce qu'il n'y aura pas plus de monde dans le stade rénové. Ils ne mettront pas une équipe super excitante sur le terrain. Oui, ils sont capables de gagner des matchs, là, mais ils sont capables de gagner des matchs avec un système qui n'est pas très olé-olé. Ils sont chanceux d'être dans le sud des États-Unis parce que si c'était une équipe qui était au nord, on leur chercherait possiblement au moment où on se parle une destination au sud. Fait qu'eux, ils sont déjà au sud, sont déjà positionnés géographiquement de façon avantageuse. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer avec eux. Possiblement qu'un jour, il y a quelqu'un qui va avoir la brillante idée de dire bon, ben c'est le temps qu'on déménage vers Nashville ou une autre destination. Mais comme je le dis, le fait qu'ils soient au sud, oui, ils ne sont pas bien situés. Là. Ils sont situés dans un corridor qui n'est pas très avantageux pour eux au niveau climatique, mais n'empêche que de rénover un stade qui, à toute fin pratique, devrait tout simplement disparaître, c'est pas la meilleure solution. Là. Non, puis le problème de ce stade-là, c'est ça qui revient souvent, c'est l'emplacement. Ce stade-là, pour se rendre à partir du centre-ville, ça prend 1 heure. Ça ne fonctionne pas. Tu tires dans le pied volontairement en restant là-dedans. Puis le nouveau stade n'a pas fonctionné. Je comprends, on a des problèmes, mais tu ne peux pas possiblement te dire que c'est ton plan jusqu'en 2038, te commettre à ce plan-là et penser que ça va fonctionner. Ça n'a aucun sens. C'est comme si le Canadien décidait que ses matchs à domicile, il allait jouer à Mirabel. Ça n'a aucun sens. Là. L'équipe est là, tu veux te rapprocher du centre-ville, tu veux te rapprocher de la population. C'est hyper difficile de se rendre jusque-là parce que là, j'ai pas trop compris, mais si j'ai bien compris, tu as genre comme un pont seulement qui fait le chemin entre les deux, puis le pont est tout le temps barré, tout le temps du trafic. Fait que c'est impossible de te rendre. Je veux dire, au-delà du fait que l'équipe n'est pas extrêmement excitante à regarder, surtout depuis quelques années, l'équipe est en déclin. Si tu n'es pas capable de te rendre en partant, tu as un marché qui est reconnu pour être un peu pas le marché le plus investi. Ça fait beaucoup, tu tires beaucoup de fois dans le pied. Là. Tu pars pas avec 2 prises, tu n'es pas loin de ta 3e. Tu as 2 prises puis tu es Joey Gallo au bâton. C'est pas mal ça la situation des Rays en ce moment. Fallait ramener Joey Gallo. Tu as entièrement raison, Félix. Tous les gens du côté ouest de Tampa se sont presque pas capables de traverser puis d'aller au match des Rays. Puis tantôt, Pascal, tu parlais de stade. Moi, j'appelle plus ça un entrepôt. Là. Avec le départ des Aces d'Oakland, c'est probablement maintenant le pire stade du baseball majeur. Sans aucun doute. Je ne vois pas comment cette équipe-là peut continuer jusqu'en 2038 à évoluer dans ce stade-là. Déjà que le baseball majeur met de la pression sur le propriétaire pour qu'on quitte ou qu'on vende l'équipe. On veut demeurer à Tampa, mais on veut que Steinberg vende l'équipe. Donc, je ne pense pas qu'on en arrive à une solution avec le propriétaire en place. C'est sûr qu'il va y avoir un changement à ce niveau-là, que ce soit un changement de propriétaire ou un changement de ville. Mais les Rays ne peuvent pas continuer dans cette situation-là. Puis apparemment que Nashville est prêt à accueillir un club des majors. Il y a une casquette, en tout cas. Oui, un logo, un nom. Il y a un logo, il y a une casquette. C'est correct. C'est un bon départ. Ils ont une bonne équipe marketing. Oui, c'est pas gage de succès, mais au moins, on s'en va dans la bonne direction.
Mais si on va aller à la... Oui, vas-y, Pascal. J'allais juste dire, tu sais, depuis qu'on parle d'équipes qui risquent d'être relocalisées, on parlait d'Oakland, on parle de Tampa Bay, tu sais, ça a toujours été Las Vegas qui a été en haut de la liste. Ils vont avoir leur équipe, supposément. Maintenant, Nashville était comme deuxième, troisième. Tu sais, Montréal est apparu dans la liste à certains moments donnés. Mais Nashville, sachant que Las Vegas a son équipe, risque d'être les prochains. Là. Il y avait Salt Lake City aussi qui a été mentionné à quelques occasions. Ouais, Portland aussi qui avait circulé. Là, Portland, mais... Oui, ça devient inévitable. Puis probablement que la première équipe à déménager, s'il n'y a pas d'expansion, ben, ça va être les Rays, malheureusement, parce que ce n'est pas nécessairement un mauvais marché, mais présentement, c'est mal géré, puis on n'est pas capable, on dirait, de s'en sortir. Alors, les gars, on va y aller avec notre période de questions. On en a quelques-unes en attente. Puis si vous en avez, continuez à nous les écrire, puis on va pouvoir y répondre. Donc, période de questions. Première de maths que je vais te lancer, Pascal. Pourquoi Netflix ou Disney Plus ne font pas de documentaires comme la F1 ou le football pour bien préparer la saison de baseball? C'est une bonne question. C'est une bonne question, oui. Ben, c'est une très bonne question. On sait qu'en Formule 1, il y a un petit peu d'argent. Au football, il y en a aussi. Est-ce que le baseball a suffisamment les moyens de faire affaire avec ces géants-là pour justement faire des documentaires? Et des documentaires, ça pullule, là. Chaque sport a son documentaire, chaque équipe a quasi son documentaire. Puis là, c'est rendu que chaque joueur a son documentaire. Mais oui, on voit beaucoup plus de choses sur le football. On voit des choses sur les combats ultimes, on voit des choses sur les tirs de tracteur, mais moins sur le baseball, effectivement. Puis c'est tellement un beau sujet à traiter. Il y a tellement d'histoires autour du baseball, il y a tellement de choses à raconter que oui, ce serait possiblement une bonne idée, mais il y a peut-être un match qui ne se fait pas, il y a peut-être une adéquation qui n'est pas possible. Puis, où on est rendu là dans les projets. On a tout fait les projets qu'on voulait, puis là, on est rendu peut-être au baseball, qui sont les prochains sur la liste. Mais si je me trompe pas, il y en a. Et là, peut-être que je vais me mélanger dans mes plateformes puis les séries, là. Mais si je me trompe pas, c'est Netflix qui a fait quelque chose avec les Red Sox, puis Apple TV qui travaille sur quelque chose avec les Dodgers. Si je me trompe pas, ou la série mondiale, un des deux. Mais c'est ça. Fait qu'il y en a qui se font, mais contrairement à ceux qui sont mentionnés, Drive to Survive puis Quarterback, on se concentre vraiment sur la réalité d'une équipe par rapport à, mettons, la LNH est en train de le développer aussi, ou la NBA l'a fait. On prend comme plusieurs athlètes, puis on suit un peu leur quotidien et tout. Peut-être que ça, c'est une formule qu'on gagnerait à utiliser dans la MLB parce qu'on a des belles personnalités dans ce sport-là. Tu sais, moi, une saison complète à suivre Ronald Acuna, puis comprendre un peu la réalité sur 162 matchs, c'est une réalité qui est super intéressante que les gens sous-estiment. Ce qui se passe dans le vestiaire, dans une équipe, c'est le fun. Surtout les Dodgers, les Red Sox, c'est des équipes qu'on connaît bien, mais suivre des vedettes pendant une saison complète, c'est peut-être là qu'on gagnerait à explorer un peu ce marché-là du côté de la MLB. Il ne faudrait juste pas qu'Acuna Jr. se blesse une troisième fois au genou. Non, c'est ça. Cette saison-là. Ton point est excellent. Puis j'ai l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. Tu mentionnais, Félix, le documentaire d'Apple sur la Série mondiale. Ils ont suivi, Netflix a suivi les Red Sox tout au long de la dernière saison. Donc, on est en train de construire quelque chose. Oui, on n'en a pas fait un pour bien préparer la saison, comme Matt mentionnait, mais quand même, on est en train de travailler ce dossier-là. Fait que je pense que à un moment ou à un autre, ça va venir. Une petite question pour toi, Félix. Pour les Yankees, Austin Wells est souvent premier frappeur durant le camp d'entraînement. Est-ce que tu crois que ça pourrait être utilisé vraiment durant la saison et être efficace? Moi, je pense que ça va être. Austin Wells va frapper au premier rang pour le premier match. Je pense que les Yankees auraient aimé qu'Anthony Volpe soit ce premier frappeur-là. Clairement, on l'a vu par moment l'an passé, mais sans pas être capable de l'occuper avec régularité. Puis Austin Wells, l'année passée, a connu une belle saison. Il connaît quand même un bon camp d'entraînement encore cette année. Puis l'avantage aussi d'Austin Wells, c'est que c'est un frappeur gaucher. Aaron Judge est déjà au deuxième rang assuré. Fait que si tu es capable d'avoir un gaucher en partant, balancer un peu le haut de ta formation, ça devient un bel avantage. En ce moment, les Yankees, surtout avec Giancarlo Stanton qui est blessé, on n'est peut-être pas au stade des Blue Jays, mais la profondeur commence à s'effriter un petit peu chez les Yankees. Oui, Cody Bellinger, c'est bien, Paul Goldschmidt et tout, mais ça va prendre quand même des gars de confiance. Puis l'année passée, Austin Wells
frappé au 4e rang pendant les séries. On n'a pas connu des grandes séries, mais clairement, chez les Yankees, on a confiance en Austin Wells. Si je ne me trompe pas, c'est jamais arrivé qu'un receveur soit au premier rang d'un alignement des Yankees pour débuter la saison, mais je pense que ça va arriver au premier match. Je pense qu'en ce moment, c'est notre meilleure option. À moins de mettre Cody Bellinger au premier rang, peut-être. Je pense que c'est peut-être une autre option, mais je pense que surtout avec Stanton qui n'est pas là, on aime ça avoir un Bellinger peut-être au 3e rang ou au 4e rang dans le PDK. Fait que je pense que c'est Austin Wells est en ce moment le candidat le plus logique, même si c'est pas un premier frappeur prototypique, quoique depuis 10 ans, Joe Madden a un peu changé la définition d'un premier frappeur classique. Là. Quand Carl Schwarber frappe premier, ça change un peu ta conception du rôle. Fait que c'est ça, mais je pense que Austin Wells va être le premier frappeur. Je pense qu'il peut connaître une belle saison quand même dans ce rôle. Mais même dans l'histoire du baseball majeur, un receveur qui frappe premier, ça doit être quand même assez rare. C'est pas tous les receveurs qui ont ce profil-là. Il y aurait peut-être eu Joe Mauer au Minnesota à l'époque qui aurait peut-être eu le profil de frapper premier, mais il était quand même assez puissant pour frapper ailleurs dans l'alignement. Mais c'est un bel accomplissement. Tu es receveur, tu es un joueur hyper important dans ton équipe, puis tu as le rôle, tu assumes le rôle de premier frappeur. Ça veut dire que tu as quand même beaucoup d'influence dans ta formation. Oui, c'est quelque chose. Puis pour que ce soit la première fois dans l'histoire des Yankees de New York, qui est une franchise historique incroyable, on a une histoire, c'est un puits sans fond, mais quand même, en 2025, ça pourrait être la première fois qu'un receveur frappe au premier rang du rôle offensif. Il faut le faire. Puis présentement, Austin Wells, ce qu'il nous présente, c'est le premier frappeur des Yankees. Je ne dis pas que ça va durer, comme tu l'as dit, Félix, mais tu ne peux pas passer à côté si c'est la formule qui te permet de gagner des matchs. Puis je pense que les Yankees le savent trop bien. Prochaine question de la part de Patrick. Je vais te la lancer, Pascal. Est-ce que tu as une prédiction pour la saison qui arrive? Puis là, on va y aller très, très large, là, quelque chose qui risque un petit peu de sortir de l'ordinaire. Est-ce que Shohei Ohtani va répéter ses exploits de l'an passé? Est-ce que Ronald Acuna va voler des buts comme il le faisait par le passé? Est-ce que tu as quelque chose qui risque de sortir des sentiers battus en 2025? C'est une bonne question. Joey Gallo qui gagne 20 matchs. Ohtani a frappé son premier circuit au deuxième match des Dodgers. Lui, le 50-50, selon moi, il est atteignable encore une fois cette année. Est-ce qu'il va aller encore plus loin qu'il a été? 73 buts volés pour Acuna. Il est fragile, hein, Ronald, puis il ne faut pas qu'il se blesse. Puis ce serait vraiment plate qu'il se blesse en volant un but. Là. Je ne pense pas que son gérant serait hyper content. Moi, je pense que quelqu'un qui peut accomplir quelque chose d'intéressant, c'est Elie de la Cruz à Cincinnati, qui lui aussi, on ne connaît pas nécessairement son plafond. Pas aussi puissant qu'Ohtani. Quand même assez rapide pour accomplir quelque chose. Possiblement qu'il ne fera jamais 50-50 un jour parce qu'il n'a possiblement pas le potentiel pour frapper 50 circuits. Mais je ne le sais pas, Sébastien, je n'ose pas risquer quoi que ce soit. Le seul risque que je prends, c'est qu'Ohtani va faire encore au minimum 50-50. S'il fait 50-50 en lançant en plus, ça va être quelque chose. Moi, j'en ai une prédiction qui sort peut-être un peu. Je vais voler un peu le punch de Sébastien prend nos prédictions pour la saison depuis quelques jours. Puis je vais voler le punch d'une de mes prédictions. Pour le Cy Young dans la nationale, on parle beaucoup de gars comme Paul Skeens, comme Zach Wheeler et tout. Moi, j'ai un nom. Je pense que Michael King va gagner le Cy Young dans la nationale cette année. Je pense qu'on l'a vu l'an passé. Sa transition dans la rotation à temps plein a extrêmement bien fonctionné à San Diego. Il joue dans un stade qui est avantageux pour les lanceurs. Puis je pense qu'on voit le talent de King qui est assez indéniable. Je pense que c'est un nom dont on parle vraiment pas assez et qui pourrait vraiment surprendre dans cette course-là, être dans la course jusqu'à la fin et probablement possiblement le gagner. Suffit que Skeens régresse un peu par rapport à l'an dernier, Zach Wheeler prend de l'âge. Je vois un chemin dans lequel Michael King peut se faufiler dans cette course-là, puis je pense que le talent pourrait être au plus fort de cette course-là. Nettement pas impossible. On l'a vu dans la fin de son séjour avec les Yankees, maintenant avec les Padres. Ce gars-là, on dirait qu'il sort de nulle part, mais le stuff qu'il a, j'ai pas vraiment d'équivalent en français, là, mais l'étoffe de ses lancers, là, c'est vraiment incroyable. Quand il est en plein contrôle de son arsenal, c'est un lanceur qui est très, très difficile à affronter. Et on a Matt qui te relance ici. Yamamoto, le Cy Young dans la nationale.
Ça aussi, c'est pas impossible. Très bon début de saison. Tu vas être dans une rotation très bien entourée dans cette rotation-là. Donc, peut-être un petit peu moins de pression, puis il pourrait se rendre avec cette offensive-là, va engranger des victoires, donc nécessairement devrait avoir de très bonnes statistiques. Donc, oui, c'est pas impossible. On a une question qui vient de Twitter que je ne pourrais pas afficher, puis je vais te la lancer, Félix. Dans les podcasts des Phillies, il y a des rumeurs d'une signature de Vlad à Philadelphie depuis que Bryce Harper a dit qu'il était prêt à évoluer au champ extérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est possible? Moi, je serais pas. Dans ma tête, Bryce Harper va finir sa carrière au premier but, mais je pense que si tu as l'opportunité d'aller chercher Vlad, envoyer Bryce au champ extérieur, c'est sans aucun doute quelque chose qui peut s'envisager. Le poste de frappeur désigné des Phillies est un peu. Il y a un peu de congestion là avec des Kyle Schwarber, des Nick Castellanos. Il y a un peu de congestion. Fait peut-être pas idéal d'envoyer Vlad comme frappeur désigné puis vraiment nuire à ta défense au champ extérieur, mais Bryce Harper, à la base, a fait la transition au premier but parce qu'il se remettait d'une opération Tommy John. Là, ça, c'est visiblement derrière lui. Peut-être qu'éventuellement, le plan serait de l'envoyer au champ extérieur jusqu'à temps que Schwarber et Castellanos quittent pour pouvoir ensuite ramener Bryce Harper frappeur désigné. Fait qu'on pourrait le renvoyer au champ extérieur peut-être 1 ou 2 années, éventuellement faire de lui un frappeur désigné à temps plein. Je déteste pas ça. Puis on sait que les Phillies, année après année, sont dans la course pour des gros joueurs autonomes. C'est une des équipes qui a énormément de moyens financiers et qui est tout le temps de ces grosses courses-là. Trey Turner qui a signé, c'est un des gros noms qu'on a signé récemment. Puis si tu regardes leur équipe, c'est pas mal tous des joueurs qui ont été développés ailleurs, qui sont arrivés. Là, Zach Wheeler dans la rotation, Bryce Harper, Trey Turner et tout, j'en passe, JT Realmuto, il y en a plein. Je serais pas étonné. Je pense qu'il y a un fit à voir avec Philadelphie. Est-ce que Vlad veut aller à Philadelphie? Je pense que c'est une question qui se pose. Mais il resterait quand même sur la côte Est. Peut-être que c'est quelque chose qui est important pour lui. Donc, à suivre, mais je déteste pas ça, l'idée de Vlad avec les Phillies. Je vois un monde dans lequel ça peut se faire. Surtout si Bryce Harper, qui était prêt au moment de signer, avant de signer avec les Phillies, était prêt à prendre le premier but pour venir avec les Yankees. Les Yankees n'ont pas appelé. Je pense que Bryce a déjà démontré qui est capable de faire ce sacrifice-là, de penser au bien de l'équipe avant son bien à lui, a pris le premier but, puis je pense qu'il pourrait retourner au champ extérieur sans trop de problèmes. Ce sera peut-être pas le joueur défensif excellent qui est en début de carrière, mais s'il est capable d'être au moins passable, ouvrir la place à Vlad, ça améliore tellement l'offensive de cette équipe-là qui, depuis des années, a une philosophie axée sur l'offensive avec toute cette équipe-là, des Schwarber, Castellanos, Harper et tout. Fait Vlad, ça ferait une offensive assez dévastatrice à Philadelphie l'an prochain. Certainement. Puis toi, Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Tu mentionnais les équipes tantôt qui seraient dans le derby Vladimir. Tu penses que les Phillies vont faire partie? Ben, c'est une possibilité. Puis, si on pense qu'Alec Bohm a fait partie des rumeurs de transactions durant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être qu'il se passe de quoi dans cette équipe-là. On essaye de libérer de la masse salariale. Peut-être qu'on essaye de faire une place dans l'alignement pour ajouter quelqu'un. Si c'est Vlad, Vlad, il n'y a pas 56 000 positions où il peut évoluer. Si jamais Harper décide à sa demande à lui ou à son choix à lui d'aller évoluer dans le champ, ça fait de lui quand même un athlète de qualité là, qui va faire passer l'équipe avant de faire passer ses succès à lui. Oui, ça pourrait être une possibilité. Les Phillies, leur fenêtre est loin d'être fermée. Là. Leur fenêtre est encore ouverte. Moi, je les vois encore loin. Je les vois loin depuis quelques années. Je me trompe, mais je les vois encore loin cette année. Fait que, d'ajouter un Vlad pour les années à venir, ce serait un ajout majeur. Là. Même si ça ne règle pas les problèmes sur le monticule parce qu'ils en ont certains. Mais s'ils sont capables de marquer 10 points puis ils en donnent 8, ça fait une victoire de 10-8. Oui, absolument. Une petite question directement pour toi, Pascal. Est-ce que les Cards de ce cher Pascal vont gagner plus de 80 matchs et Oliver Marmol finir la saison? Dans l'ordre ou dans le désordre? Dans l'ordre que tu veux. OK. L'entraîneur dans la posture la plus difficile actuellement, c'est Oliver Marmol, on le sait. Puis il n'y a pas encore un match de jouer dans la saison. Moi, je vois les Cards pas finir derrière les Pirates, là, mais finir juste avant les Pirates. Donc, c'est pas beaucoup de victoires, selon moi. 80 victoires, ce serait l'objectif peut-être à atteindre, mais avec 80 victoires, c'est pas une saison à tout casser, là, on s'entend. Marmol, ça va dépendre du début de saison.
mais il n'y a aucune marge de manœuvre. Aucune marge de manœuvre. Il y a des gens qui attendent pour le poste, des gens qui sont très bien positionnés, des gens qui ont fait partie de l'histoire des Cards. Puis je ne dis pas que Marmol ne fait pas partie de l'histoire des Cards parce qu'il a été développé dans le système de filiale, puis c'était the next in line. Par contre, je vois peut-être les Cards remporter 80 victoires, mais je vois peut-être aussi Marmol perdre son emploi là, en cours de route et quelqu'un de plus grand que lui au niveau légendaire prendre le relais. Il y en a plusieurs qui disent que Pujols pourrait avoir le poste. Charles est convaincu que lui, ce serait possiblement Molina. Moi, Molina, ce serait mon choix aussi. J'ai un penchant pour les receveurs qui ont une seconde carrière comme gérant. Il y en a plusieurs dans le baseball majeur. C'est des gens qui ont vu la game. C'est les seuls qui ont le match en face d'eux et non dans le dos. Là. Fait que ce serait mon choix, Molina à la place de Marmol. C'est dommage pour lui. D'Oliver Marmol, c'est dommage pour lui, mais c'est un scénario qui est écrit dans le ciel depuis trop longtemps. Ouais, moi aussi, j'irais avec Molina. Je ne sais pas pour toi, Félix, mais c'est dur de passer outre Molina. Puis tu veux surtout pas qu'il y ait avec les Cubs non plus. Là. Je sais qu'il y a Pujols qui est là, qui est en attente, mais tu ne peux pas laisser passer cette occasion-là. Molina est encore joueur, puis on le voyait prochain gérant des Cardinals. Là. Ça fait des années qu'on en parle. Puis de le voir, ça a l'air d'être important pour lui de devenir gérant un jour. Arrive dans une situation où est-ce que les Cardinals, l'équipe pour laquelle il a joué toute sa carrière, ont un gérant qui est sérieusement, j'aimerais pas savoir sa sécurité d'emploi, disons. Sérieux, je pense que John Schneider a plus de sécurité d'emploi que lui et c'est quand même impressionnant. Je pense que c'est logique de voir Molina. Est-ce que les Cards vont se dire on va aller chercher ce gars-là pour essayer de reconstruire un peu puis d'essayer de motiver un peu notre coach? Je pense que c'est possible. Est-ce qu'on pourrait peut-être préférer un gérant d'expérience après quelques années plus difficiles? Je pense que ça, c'est possible aussi. Mais je vois un chemin où est-ce qu'on se dit tant pis, gars, on a Molina, puis on sait que ça va être difficile pour 3-4 années encore. On va le laisser se développer en tant que gérant, un peu comme, je prends l'exemple du Canadien avec Martin Saint-Louis, là, c'est un peu le même principe. Là. Tu prends un gérant un peu du champ gauche, entre guillemets, qui va se développer avec ton équipe puis arriver à maturité en même temps qu'eux. Fait que je pense que c'est vraiment pas impossible, un monde où Molina arrive. C'est sûr que la situation idéale, ce serait Skip Schumacher, qui lui aussi a été associé aux Cards durant plusieurs années puis qui a de l'expérience comme gérant, mais si tu veux rebâtir quelque chose, si tu veux apporter quelque chose qui a du sens, ben, je pense que ça passe plus par Molina. Oui, puis Shoemaker, j'ai vraiment l'impression qu'il est en attente du départ de Bruce Bochy. Ça va arriver un jour ou l'autre. Il ne poussera pas nécessairement à quitter, mais au moment où Bochy va quitter, ben, je pense qu'on a déjà un plan du côté des Rangers et ça va être Shoemaker. Donc, je serais très surpris qu'il se retrouve avec les Cards. Les Cards qui ont déjà 2 autres très belles options. Puis dans ces 2 belles options-là, bien, Oliver Marmol n'y figure pas. Donc, je pense qu'on a le résultat qui va arriver dans les prochains mois. Mais ici, on va terminer avec le commentaire d'Olivier qui revient un petit peu sur la situation des Rays. Espérons que le prochain maire de Montréal va relancer le projet de construction d'un stade de baseball de calibre MLB. Pascal, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à ajouter à ce commentaire-là. On le souhaite tous. Ben, je ne suis pas sûr que ça passe par la mairie nécessairement, là, la relance des expos. Il y a toute une question d'argent public versus argent privé. Montréal est une métropole importante. C'est la métropole en Amérique du Nord la plus grande actuellement qui n'a pas d'équipe dans le baseball majeur. Ça veut tout dire. Ils ont déjà eu une concession. Le maire Drapeau y avait cru à l'époque, mais en même temps que Montréal a une concession à la fin des années 60, ça sortait un petit peu de nulle part. C'était pas écrit dans l'histoire, c'était pas écrit dans le ciel. On a réussi à maintenir la concession jusqu'en 2004. Ça s'est gâté vers la fin. Peu importe qui va être élu à la mairie de Montréal, je ne pense pas que ça fasse une énorme différence, mais il va falloir qu'il y ait peut-être un gouvernement provincial qui y croit. Est-ce qu'à ce moment-là, ça va être dans les priorités du gouvernement avec tout ce qui se passe au niveau économique? J'en doute, mais ça prend la part du privé. Il y a un groupe qui l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. On s'est fié sur la garde partagée avec les Rays, ça n'a pas fonctionné non plus.
on garde toujours espoir, hein? L'espoir fait vivre, mais disons que les conditions ne sont pas toutes respectées pour le moment. Puis je pense que tu l'as dit, Pascal, ce ne sera peut-être pas dans les priorités d'un gouvernement et tout. Puis, veux pas, ça va passer par de l'acceptabilité sociale de ce projet-là. Puis, tu sais, en tant que fan de baseball, c'est facile d'y croire, c'est facile de dire que ce serait le fun, mais si tu penses à une population plus générale, c'est juste tu regardes l'argent qui a été mis dans les rénovations du stade olympique, puis tu te dis est-ce que ça passerait, avec la réaction qu'il y a eu pour ça, est-ce que ça passerait de remettre l'argent dans un stade sans avoir une équipe assurée? Je pense que c'est peut-être ça qui va jouer contre Montréal. S'il y a un groupe privé qui se manifeste, je pense que ça ferait le bonheur d'un peu tout le monde dans cette histoire-là. Mais encore là, est-ce qu'un groupe privé va s'investir sans avoir une promesse qu'il y a une équipe qui s'en vient? À Québec, on l'a essayé avec le centre Vidéotron, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que je pense que c'est des apprentissages qu'on doit tirer, puis la situation en ce moment économique complique un peu à ce niveau-là, malheureusement. On espère encore. Mais... On espère encore. Oui, absolument. Il nous reste juste ça, l'espoir. Voilà. On n'a pas le choix. Et je parlais, en fin de semaine, j'ai eu le plaisir et le bonheur de rencontrer Marc Robitaille qui a écrit certains bouquins en compagnie de Jacques Doucet, qui a écrit là, aussi l'autobiographie de Claude Raymond, Frenchy. Lui aussi a espoir, mais comme nous tous, amateurs de baseball là, au Québec actuellement, ben, il pense puis il réfléchit en fonction des conditions. Puis, on avait écrit à un moment donné sur possiblement une concession pour Montréal dans la Ligue Frontier, comme les Aigles à Trois-Rivières, comme les Capitales à Québec, comme les Titans à Ottawa. Il y a des gens de Montréal qui vont lever le nez là-dessus en disant, voyons, c'est un calibre totalement inférieur. Mais je veux dire, pour redonner le goût au baseball à une population, ben, ça passe par un projet. Puis le projet le plus réaliste actuellement, c'est d'avoir une équipe dans la Ligue Frontier, qui est quand même un calibre hyper respectable. Puis c'est de se redonner le goût d'avoir du baseball. Puis c'est pas parce que tu dis je veux une équipe que tu vas en avoir une, parce qu'il faut que les conditions soient là. Puis je pense qu'il faut commencer par la base. Puis déjà d'avoir un projet plus réaliste, ben ce serait un pas dans la bonne direction. Puis ça démontrerait au baseball majeur qu'il y a quelque chose qui se passe à Montréal. Puis c'est pas juste des rêveurs qui espèrent quelque chose. Ça ramène ton nom dans la conversation. Exact. Exact. Ouais. Tu positionnes ton nom comme étant une destination baseball. Oui, puis il faut commencer quelque part, on n'a pas le choix. Le baseball majeur ne reviendra pas demain matin à Montréal, donc on doit avoir des projets un petit peu transitoires vers cet objectif-là qu'on sait à long terme. Mais d'ici là, il faut, comme vous l'avez mentionné, les gars, il faut prouver qu'on est capable, qu'on a le goût de ce projet-là, qu'on est capable de le soutenir. Puis il faut partir par la base. Puis présentement, on n'a même pas de base. Donc, on doit y aller avec la première étape. Ça va commencer par ça. Alors, c'est ce qui met un terme à notre épisode 53 du podcast de Passion MLB. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Encore une fois, ce soir, vous étiez nombreux comme à chaque semaine. C'est vraiment plaisant de vous voir, de discuter avec vous. Il y a de l'interaction, donc chaque semaine, il y a cette petite effervescence-là qui est encore plus présente parce qu'on est à une semaine du début de la saison du baseball majeur. Mais tout ça ne serait pas possible sans la présence de vous deux, Félix et Pascal. Donc, merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là encore une fois dans cet épisode-là. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de collaborer avec vous. Merci aussi, Félix. Ça a été vraiment plaisant d'avoir un autre partisan des Yankees sur le podcast. Ben, gros merci à toi pour l'invitation, Sébastien. C'est toujours un plaisir d'être ici. Inquiétez-vous pas, vous allez revenir. Donc, on se voit la semaine prochaine. On va être à seulement une journée du début de la saison. Donc, passez une belle semaine et on se voit la semaine prochaine.